générale qui débute cette session, cet atelier, soit dans les sous-groupes qu'on va former par la suite. Je les présente rapidement et comme ça vous pourrez les repérer. Donc vous avez Maya Anderson-Gonzalez avec qui l'organisation globale a été pensée de cet atelier. Sont présents aussi Célia Gozon-Daniel qui travaille avec nous sur toutes les démarches de sciences ouvertes, Vincent Bachelet qui animera l'un des sous-ateliers, qui donc juriste et spécialisé notamment sur les sujets de l'open source, et Romane Leban-Mathieu qui sera aussi présente dans le cadre des différents ateliers pour la prise de notes et pour l'organisation globale de cet événement, de cet atelier. Donc on est ravis d'être présent aujourd'hui. On peut passer, je pense, assez rapidement à la suite. On a un temps assez court et assez long à la fois. On a 3 heures. On a prévu une pause entre les deux. Mais l'objectif, c'est à la fois de vous faire un retour sur les questionnaires, en tout cas les réponses aux questionnaires qu'on vous avez soumis, auxquels vous avez contribué. Et ensuite d'aller un peu plus loin que cette première présentation générale, pour s'assurer qu'on puisse répondre effectivement à l'ensemble des questions très opérationnelles qui se présentent de votre côté dans le cadre des projets open source auxquels vous contribuez ou que vous utilisez. Donc ça, on y reviendra, mais il y a vraiment ces deux démarches, à la fois donner une vision un peu globale et s'assurer que tout le monde soit aligné sur les principaux concepts, et aller assez loin dans les détails pour faire en sorte aussi que ça soit assez opérationnel et que côté hub open source, il y ait une capitalisation, je dirais, sur ce type de démarche. Maya, je te laisse enchaîner. Oui, merci Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Maya Anderson-Gonzalez, Tinocube. Je vais vous présenter le déroulé de cet atelier comme il a été pensé. Donc, nous venons d'entendre Florence Blasi et Benjamin Jean sur la présentation du contexte de l'atelier. Maintenant, je vais vous présenter le déroulé. Donc, on aura tout d'abord une présentation des enjeux juridiques de l'open source de manière globale, mais axée sur les questions que vous avez pu poser dans vos réponses au questionnaire. Ensuite, nous aurons un temps où je vous exposerai quelques consignes rapides par rapport aux séances de travail en groupe. Donc, on reviendra sur les objectifs et aussi un petit peu les conseils techniques pour la connexion et la déconnexion aux salles de réunion. Nous aurons un court temps de pause pour justement faire cette petite transition vers les salles de réunion. Et il y aura ensuite 1 heure de séance de travail en groupe, donc par groupe thématique. Donc, vous avez normalement été attribué à un groupe. Il y a un groupe licence open source et le deuxième groupe sur valorisation et open source. Donc, vous vous retrouverez avec d'autres participants ainsi qu'un animateur et un facilitateur Innocube qui vous aidera à la prise en main des outils collaboratifs que je vous présenterai juste avant les séances. Après ce temps d'idéation et plutôt créatif, de votre part et participatif, où vous serez chacun sollicité et puis éventuellement mis à contribution, nous passerons de retour en salle plénière après un court temps de pause pour que vous puissiez exposer ce qui s'est dit et les idées qui ont émergé au cours des séances de travail en groupe. Donc, ça se fera et il y aura ensuite une synthèse finale, une conclusion finale où Florence et Benjamin pourront reprendre la main. Juste avant de commencer, je me permets de vous rappeler quelques petites bonnes pratiques d'utilisation de la plateforme Big Blue Button où nous nous trouvons. Donc, comme certains d'entre vous ont certainement fait l'expérience en vous connectant, vous avez vu que vous avez une option au début où il vous est demandé de sélectionner l'option microphone. Si vous le souhaitez, vous pouvez le sélectionner en vous connectant aux salles de réunion. Comme ça, vous pourrez interagir pleinement lors des temps de groupe, temps de travail en groupe. Avant ces temps, il est conseillé de garder la vidéo coupée pour économiser la bande passante. Si jamais vous expérimentez des difficultés de connexion de bande passante, justement, je vous oriente
À l'icône en haut à droite de votre écran, il y a l'état de la connexion. Vous pouvez aussi sélectionner les paramètres et sélectionner économie de données. Cela facilitera les choses. Dernièrement, je vous indique, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, l'espace discussion publique qui se trouve en haut à gauche de votre écran et l'espace notes partagées. C'est là où nous vous conseillons d'interagir avec les facilitateurs, les animateurs et le soutien technique avant le début des séances de travail. Donc vous pouvez poser vos questions ou demander du soutien technique à cet endroit-là et je vous répondrai. C'est tout pour les tout premiers conseils. Je vous retrouverai très bientôt pour la suite et je laisse la main à Benjamin pour la présentation appréhender les enjeux juridiques de l'open source. Merci Maya. Alors je récupère juste la main, ça veut dire c'est bon. Donc encore une fois, dans la démarche qui était la note pour la construction de cet atelier, on vous avait partagé il y a un mois, je pense à peu près, un questionnaire dans lequel on a collecté un certain nombre de contextes d'utilisation de l'open source et d'enjeux quant aux aspects juridiques qui entourent l'open source. C'est sur cette base qu'on a essayé ensuite de qualifier les questions qu'on pouvait traiter, comme je vais le faire de manière un peu générale, et celles qui seront appréhendées en sous-groupe. N'hésitez pas au fil de l'eau, donc on aura un petit temps d'échange collectif si vous le souhaitez à la fin de ma présentation, mais même n'hésitez pas, dès que des questions ou des précisions vous semblent utiles à partager, à le mettre dans l'espace de discussion publique et soit je verrai sur le moment, soit on y répondra par la suite. Dans tous les cas, ça nous permet d'alimenter aussi cette base de besoins, je dirais, côté membre systématique. Donc sur les enjeux juridiques de l'open source, quelques notions pour commencer. Alors là encore une fois, les niveaux et les retours sur ces contextes d'utilisation de l'open source ont montré que c'est quand même des situations assez disparates et hétérogènes. Donc j'ai repris quelques notions, il y en a que je vais affiner plus que d'autres. Et ça permet au moins d'avoir une lecture complète de ce sujet de l'open source. L'open source, on le retrouve déjà pour donner un grand élément de distinction, on le retrouve dans 3 contextes différents au sein des organisations et dans le cadre des projets. Ce qu'on identifie le plus, c'est les applications, donc une application de type du LibreOffice ou du Firefox. Ça, c'est ce qu'on connaît côté utilisateur et individuellement en tant qu'utilisateur d'un certain nombre d'applications, on voit ce que l'open source peut représenter. D'un point de vue plus métier, d'un point de vue organisation, on va principalement retrouver l'open source plus dans une granularité très fine, telle que les frameworks de développement, les bibliothèques qu'on va utiliser pour des besoins plus ou moins particuliers, ou des composants logiciels auxquels on va se greffer pour pouvoir produire sa propre application, son propre environnement. Donc ces 3 types de présence de l'open source vont être, d'un point de vue juridique, à chaque fois on va se retrouver dans le même contexte, c'est-à-dire que c'est une application, un logiciel qui est en open source et donc pour lequel l'utilisation est soumise au respect de la licence. J'y reviendrai, mais dans la manière de pouvoir identifier ces applications, de pouvoir faire remonter les informations qui permettent de qualifier la licence qui lui est associée et les obligations auxquelles on va devoir répondre, tout ça diffère. On ne va pas fonctionner de la même façon dans ces différents contextes. Et l'enjeu pour les organisations ou dans le cadre des projets, c'est de s'assurer qu'on a bien une vision complète de cet ensemble de formes que peut prendre l'open source dans un contexte numérique. Donc l'autre point de notion qui est aussi important, alors je vais pas trop m'appesantir dessus, mais le besoin de revenir aux définitions, c'est manifesté de manière assez forte quand il y a un an ou deux en fait, quand pas mal d'entreprises qui avaient fait le choix de l'open source pour leur modèle, je pense à MongoDB, Elasticsearch, il y en a d'autres, ont remis en cause l'open source en disant que c'était pas pour elles un modèle viable, et donc on commençait à proposer de nouvelles licences. On s'est retrouvé en friction complète avec les définitions de base de l'open source, et c'est d'autant plus préjudiciable que ces définitions, alors qui peut-être un jour évolueront, au début il y avait que 3 libertés dans la liberté du logiciel, dans ces définitions du logiciel, maintenant il y en a 4, mais
ces définitions de base ont été rappelées en disant, bah, écoutez, ok, vos contextes sont différents, mais sachons quand même de quoi on parle lorsqu'on parle de logiciels libres d'open source, parce que c'est en ayant cette définition commune qu'on est capable de partager des bonnes pratiques au sein des différentes organisations, qu'on est capable d'avoir un socle de base, un socle commun, qui nous permet de faire la conformité au sein de chacun des acteurs. Donc les 4 libertés qu'on retrouve dans le logiciel libre sont celles-ci: liberté d'exécuter le logiciel, d'étudier, de modifier le logiciel tant que nécessaire, de redistribuer des copies, voire de distribuer des copies modifiées. Ça, c'est la définition de ce qu'est un logiciel libre. Et donc par rebond, une licence libre, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est une licence qui va assurer, d'un point de vue juridique cette fois-ci, que le logiciel peut effectivement être utilisé dans en assurant ces 4 libertés à l'utilisateur. Ça, c'est le logiciel libre, donc je passe très rapidement. L'open source, c'est encore une autre définition, et c'est la définition qui est la plus justement qui est utilisée lorsqu'on s'intéresse notamment aux nouvelles des licences qui sont apparues il y a quelques années. C'est cette définition qui vient caractériser précisément ce qu'est une licence open source. Donc on ne parle pas de ce qu'est le logiciel libre, on parle de la licence en elle-même. Une licence est open source si et seulement si elle répond à ces 10 critères. Donc libre redistribution, accès au code source, possibilité de travaux dérivés, assurer l'intégrité du code source de l'auteur, absence de discrimination vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des domaines d'application, la manière dont on distribue la licence, le code soumis à cette licence ne dépend pas du contexte d'utilisation de l'application dans sa globalité, ne pas être spécifique à un produit, ne pas être contaminé, alors ne pas aller au-delà de ce que le droit d'auteur permet de saisir dans le domaine du logiciel, et être technologiquement neutre. C'est des choses qui, je pourrais vous donner des exemples, c'est peut-être pas le but là maintenant, mais il y a vraiment des licences. En fait, cette définition de l'open source a été construite sur la base des licences qui existaient, pour dire celles-ci sont acceptables, celles-ci le sont pas. Donc c'est pas des critères théoriques qui ont émergé de Don Tszyu. C'est vraiment des critères qui sont basés sur les licences qui pullulaient dans les années 2000 et pour lesquelles les entreprises ressentaient le besoin d'exprimer ce qui était open source et ce qui était là. Aujourd'hui, finalement, entre open source et logiciel libre, il n'y a plus vraiment de distinguo. L'Europe avait introduit, il y a 15 ans maintenant, cette notion de FOSS, Free Open Source Software, qui avait l'avantage de rapprocher les deux mondes. C'est un peu moins vrai, en fait, aujourd'hui, pour tout dire, parce que l'Europe, qui a beaucoup mûri sa politique en matière d'open source, sa stratégie open source, justement, on revient aux définitions que j'ai évoquées tout à l'heure en disant, bah, finalement, on va pas créer un nouveau terme, on va s'appuyer sur les termes qui existent, on parle d'open source quand c'est l'open source, et lorsqu'on veut parler des libertés de l'utilisateur, on va utiliser la notion même de logiciel. En tout cas, ce terme Free Open Source Software, c'est quelque chose qu'on voit surtout, qui est émergé de la Commission européenne, et qu'on voit surtout en Europe. Ça, c'était pour les principales définitions, et juste pour faire le parallèle avec d'autres domaines que celui du logiciel, mais qu'on retrouve aussi dans un certain nombre de projets numériques. Le hardware, donc tout ce qui est matériel libre ou matériaux de conception, éléments de conception du matériel, est aussi maintenant sujet à une définition de ce qu'est l'open source hardware, qui est basée sur la définition de l'open source. Dans le domaine de l'open data ou des contenus ouverts, on a aussi une définition. Alors c'est la même définition qui vient caractériser les deux, et qui permet de qualifier ce qui est une licence ouverte en matière d'open data, ce qui est une licence ouverte en matière de contenu ouvert. Donc tout ça, c'est quelque chose qui, à la fois, c'est très ouvert, très open, très libre et parfois un peu chaotique. En tout cas, ça part dans plein de sens différents, mais c'est quand même structuré avec ces définitions qui sont admises et reconnues dans le monde entier. Ça, c'était la première premier élément de notion que je voulais rappeler, parce que justement dans les échanges dans les éléments qui sont remontés des questionnements, ce qu'on voit, c'est que maintenant il y a de plus en plus, notamment parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui ont changé leur licence et qu'il y a une remise en cause de l'open source dans certains contextes. C'est des sujets qui nécessitent d'avoir un alignement, en tout cas d'être remis sur le dessus de la pile. Alors de tout ça, les licences libres et les licences open source sont donc des contrats en Europe, ou en tout cas des éléments juridiques par lesquels un ou plusieurs auteurs, des titulaires de droit, vont d'une part affirmer leur propriété. Donc en tant que titulaire de droit sur un code source, j'ai donc la possibilité de choisir qui peut accéder à mon logiciel et dans quelle mesure. Et donc, je vais encadrer cette ouverture, je vais encadrer la mise à disposition, l'exploitation du logiciel en lui associant certaines contraintes qui sont matérielles ou qui sont juridiques. Souvent, lorsqu'on parle de logiciel libre open source, il y a ces deux facettes. La première qui est
entre guillemets la plus simple, mais souvent la moins bien respectée de finalement quelles sont les mentions obligatoires, quels sont les éléments à rappeler dans la documentation ou dans la diffusion du logiciel, c'est le formalisme. C'est pas très, on perd rien à le faire pour tout dire si on sait ce qu'il faut qu'on aille chercher comme information. Mais souvent, il y a un certain nombre de décisions pour lesquelles justement les constructeurs ne l'avaient pas fait par manque de connaissances ou par mauvaise peut-être appréciation du risque que ça pouvait présenter. Donc, si on ne respecte pas ce formalisme, on ne respecte pas la licence, donc on est contrefacteur. Et l'autre type de contrainte, ça va être des contraintes plus juridiques, alors désolé pour la typo, mais qui là sont plus de l'ordre du transfert de droits de propriété intellectuelle, du droit d'auteur. On y reviendra, ça peut être aussi en matière de brevet, ça peut être en matière d'autres droits de propriété intellectuelle qui sont proches de ceux du droit d'auteur. Toutes les obligations qui iraient à l'encontre des définitions de l'open source définition, la définition du logiciel libre, vont rendre la licence non libre, non open source. L'exemple qu'on voit souvent, c'est les mentions qui interdisent, par exemple, l'usage commercial, les mentions qui interdisent l'usage dans un contexte particulier militaire ou qui donnent des notions d'éthique, un certain nombre de licences justement éthiques qui sont apparues ces 5 dernières années. Ces licences ne sont pas open source, donc elles conforment à la définition de l'open source telle que je l'ai rappelé juste avant. Donc, ce qui remet pas nécessairement en cause l'intérêt de ce type de licence, mais qui empêche de les intégrer dans une compréhension et une gestion globale de conformité open source. L'exemple, c'est les licences type SSPL, donc qui sont celles qui sont aujourd'hui utilisées par MongoDB notamment, qui vont interdire certains usages commerciaux qui sont concurrents à ceux de l'éditeur open source en question, en font des licences qui sont pas des licences open source. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ces logiciels ont été supprimés d'un certain nombre de distributions open source, communautaires ou commerciales, je pense à Red Hat ou Debian, qui pour lesquels, en fait, justement, le respect de la définition de l'open source était l'élément crucial, je dirais, quant au choix des différents composants logiciels. D'un point de vue, je dirais, curseur qu'on pourrait positionner, juste pour le rappeler aussi, la meilleure manière de contrôler, ou en tout cas de ne pas permettre un quelconque usage de son logiciel, c'est simplement d'y associer aucune autorisation. Donc par principe, tout ce qu'on ne donne pas comme droit nous est réservé. Donc si jamais vous accédez à des logiciels pour lesquels vous n'avez pas de licence inscrite, voire vous n'avez même pas de mention dans l'entête des fichiers, c'est un risque parce que ça veut dire que vous ne bénéficiez pas de licence, vous ne pouvez pas prétendre à une quelconque licence. Et en plus, si vous ne savez pas qui est l'auteur, c'est d'autant plus complexe d'aller identifier la personne que vous allez et de la solliciter pour lui demander l'autorisation qui correspond à votre usage. À l'inverse, à l'autre bout, on voit ce qui est domaine public. Donc domaine public, c'est droit de propriété intellectuelle. Je rentre pas trop dans le détail, mais tous les droits de propriété intellectuelle ont une durée. Donc en matière de droit d'auteur, ça va être 70 ans après le 1er janvier qui suit la mort de l'auteur. L'idée, c'est qu'une fois cette durée passée, les droits d'exploitation, ce qui permet de limiter l'utilisation économique du logiciel, tombent. Et dans ce cas-là, n'importe qui peut en faire un usage. Bon, 70 ans après le 1er janvier qui suit la mort de l'auteur, il y a peu de logiciels qui sont de domaine public du fait du temps passé, en tout cas en France et en Europe. Aux US, et c'est pour ça qu'on voit quand même pas mal de logiciels libres, de logiciels qui sont dans le domaine public, aux US, on peut, de manière discrétionnaire, décider d'abandonner ses droits. Donc on peut, un auteur aux US ou une organisation peut décider de mettre dans le domaine public. Et par ailleurs, vous avez tout ce qui est financé aussi chez les fédérales qui va par principe être mis dans le domaine public aux US. Donc tous les logiciels qui viennent des États-Unis et qui sont pour lesquels vous avez cette mention de domaine public, on se retrouve dans l'extrémité la plus à droite. Ça veut dire que finalement, vous pouvez en faire n'importe quel usage sans aucune difficulté. Les licences libres, c'est un tout petit peu au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a encore des droits qui sont associés au logiciel. Néanmoins, ces droits vous sont partagés de manière assez étendue, sous réserve du respect des obligations, telles que celles que j'ai rapidement évoquées tout à l'heure. Donc voilà, je rentre pas plus dans les détails, on pourra préciser chacun de ces points, mais ça permet encore une fois de cadrer un petit peu. L'une des raisons pour lesquelles le nombre de licences, l'open source est parfois un peu complexe, même si ça va plutôt dans le bon sens, c'est qu'à la base, donc vous avez des centaines de licences open source qui existent. Pendant les années 2000 à 2010, il y a eu plein de nouvelles licences qui sont apparues. En fait, chaque industrie chaque acteur industriel qui s'intéressait à l'open source rédigeait sa propre licence. Donc on a eu, les licences ont décuplé en quelques années.
Et ensuite, les organisations ou les juristes des organisations ont rapidement compris que ça posait un gros problème de démultiplication des licences et donc, on y reviendra, de compatibilité entre les licences, c'est-à-dire de savoir si en respectant une licence, je suis pas en train de contrefaire, en tout cas de ne pas respecter, de violer une autre licence. Et au-delà du fait que c'était plus complexe de connaître, je dis n'importe quoi, mais 300 licences que simplement une centaine. Depuis, il y a un mouvement plus de lutte, qu'on appelle de lutte contre la prolifération, c'est de réduction du nombre de licences qui a été entamé, avec beaucoup de licences qui ont été soit complètement abandonnées, soit qui ont mergé dans leur mise à jour, ont convergé vers des licences génériques plutôt que d'être spécifiques à certaines organisations. Je rentre pas trop dans le détail, mais c'est l'idée principale. L'autre point peut-être à avoir en tête aussi qui ajoute une complexité en matière de licence, c'est le nombre de versions, pas simplement parce que les premières licences datent des années 90. Le nombre de versions aujourd'hui que certaines licences connaissent, la GNU GPL version 2 n'est pas la même que la GNU GPL version 3. Alors parfois, il y a une possibilité de passer de l'une à l'autre facilement, mais c'est pas automatique. Et souvent, vous allez vous retrouver dans des contextes où une application qui repose sur plusieurs bibliothèques qui sont soumises à des licences, l'une en GPLv2 et l'autre en GPLv3, ben, vous avez cette difficulté, on y reviendra, de se dire, est-ce que je peux diffuser le tout selon l'une ou l'autre des licences? Et la réponse parfois est négative. Donc l'apparition de nouvelles versions de licence peut être aussi une complication dans la bonne conformité d'un point de vue de l'ensemble des licences présentes. L'autre point, alors ça, j'ai l'impression que c'est assez bien compris, mais c'est pareil, je le redonne et je le repartage comme notion pour être certain que tout le monde soit aligné sur ce sujet. La notion même de copyleft qu'on oppose à la notion de licence permissive, l'idée des licences copyleft, c'est de considérer que toute amélioration qui sera apportée au logiciel doit être diffusée selon les mêmes termes. Donc j'ai un logiciel qui est sous licence GPL, je dois le rediffuser si je modifie selon les mêmes termes. La difficulté, parfois, c'est de savoir jusqu'à où je vais devoir redistribuer. Et typiquement, j'ai un logiciel qui est sous GPL, je développe sous forme de module des améliorations, des fonctionnalités qui sont pas dans le corps même du logiciel. Est-ce que ces développements particuliers sont une amélioration du logiciel ou pas? Et si elles le sont, est-ce que la licence va m'imposer de repartager selon les mêmes termes ou pas? C'est là où on va différencier au sein des différentes licences copyleft les types d'étendues. Il y a certaines licences qui vont dire, et qui ont donc l'étendue la plus large, bah, finalement le logiciel s'étend comme un tout à l'ensemble des composantes fonctionnelles du logiciel. Donc globalement, dès lors que j'ai besoin de différents composants de bibliothèque pour pouvoir fonctionner, je considère, en tant que d'un point de vue abstrait du logiciel qui est soumis à la licence, je considère que tout ça ne compose qu'une seule application, qu'un seul logiciel, et que donc tout ça doit être soumis à la même licence. Donc j'ai une bibliothèque qui est en GPL. Si l'application qui l'utilise dépend de cette bibliothèque pour fonctionner, la GPL va considérer que l'application fait partie d'un tout qui se compose notamment, qui est basé notamment sur la bibliothèque et doit donc être repartagé selon les mêmes termes. Je vous parle des grands principes. Après, il y a toujours des exceptions. Donc, il y a une manière d'affiner la compréhension des effets liés à chacune de ces licences. Et il y a des licences qui vont simplifier ça. La LGPL, la GNU Lesser General Public License, va justement simplifier certains contextes d'utilisation du logiciel, en considérant que c'est comme la GPL, donc on prend ce logiciel comme un tout, mais des utilisations simples du logiciel seront tout à fait possibles, ce qui permet d'avoir des logiques de bibliothèque partagées entre plein d'applications, parce que finalement, on ne fait qu'un usage de la bibliothèque, mais notre application elle reste indépendante de la bibliothèque en elle-même, il n'a pas à être soumise au même terme. Et vous avez des licences copyleft qui sont encore plus faciles, je dirais, d'un point de vue interprétation de l'étendue de la licence, qui sont des licences comme la licence Cecil ou la MPL, version 2 pour la toute dernière. Donc la Cecil C ou la MPL qui vont imposer, en tout cas qui ne vont s'étendre qu'à des fichiers qui comprennent du code auparavant soumis à l'une de ces licences Cecil C ou MPL. Là, c'est particulièrement simple, c'est-à-dire que quand vous développez, si vous avez connaissance de la manière dont le copyleft est lié à cette licence, soit vous choisissez de développer dans les mêmes fichiers, et dans ce cas-là, tout est soumis à la même licence, soit vous développez dans des fichiers qui sont séparés, qui a des renvois entre les fichiers, il n'y a aucune difficulté, et même si c'est artificiel dit comme ça, d'un point de vue juridique, ça vous permet de vous assurer que tout ce qui est soumis aux fichiers, tous les fichiers qui contiennent du code soumis initialement à la licence resteront sous les mêmes licences, et tous les autres fichiers que vous avez pu développer en plus seront eux soumis à leurs propres termes.
Donc ça, c'est le principe de la MPL. Je continue sur ces sujets. L'autre point qui est remonté dans les différents échanges, c'est celui de la compatibilité. Alors c'est un sujet qui est de mieux en mieux compris et qui est de plus en plus intégré dans les licences. La compatibilité, c'est de se dire, donc j'ai un logiciel. Aujourd'hui, quand on développe un logiciel, on utilise nécessairement des centaines, voire des milliers de composants, de bibliothèques qui sont des bibliothèques open source. De plus en plus, d'ailleurs, on a j'en ai pas parlé, mais pour revenir sur la visualisation tout à l'heure avec les différents types de granularité, de plus en plus, quand on développe un logiciel, on fait appel à une dizaine, vingtaine, centaine de dépendances. Ça, c'est ce qu'on voit d'un point de vue développeur, et ce qu'on voit pas, mais qui est nécessaire pour le fonctionnement du logiciel, c'est que ces dépendances elles-mêmes font appel à d'autres dépendances, qui font appel à d'autres dépendances, et donc pour des applications, même des applications web, en langage assez récent, on va se retrouver avec facilement des centaines, des milliers, plusieurs milliers de composants open source qui font le logiciel en lui-même. Et donc, d'un point de vue de la question de la compatibilité, c'est de se dire, est-ce que l'ensemble des licences associées à l'ensemble de ces composants sont bien respectées lorsque je diffuse mon application sous cette licence? J'ai choisi une licence et je diffuse sous cette licence-là. Est-ce que je respecte bien, en diffusant cette licence, l'ensemble des obligations des composants des bibliothèques que j'utilise? Et donc, la compatibilité, elle est gérée de deux manières. Soit les licences qui sont associées à ces dépendances qu'on utilise, ces composants, les licences permettent expressément, donc elles vont préciser que dans tel contexte, par exemple, ou de manière systématique, telle licence peut leur être substituée ou s'ajouter à la licence initiale. C'était le cas, par exemple, avec la LGPL version 2.1 qui disait vous pouvez rediffuser en LGPL version 2.1 ou vous pouvez rediffuser en version GPL. Vous avez pareil avec la licence UPL, la licence européenne, l'European Union Public License, qui va dire si jamais vous dans votre logiciel vous avez des composants sous licence GPL et que donc vous avez l'obligation de rediffuser le tout sous GPL, la partie qui était auparavant sous licence UPL, vous pouvez la diffuser aussi en licence GPL. Donc il y a ces compatibilités qui sont prévues de manière express dans la licence. Et l'autre cas, c'est lorsque la compatibilité n'est pas prévue de manière express, mais qu'elle peut être déduite des droits et obligations qu'on va comprendre de chacune de ces licences. Et ça, c'est un cas qui est assez standard aussi. Concrètement, j'ai une licence BSD 3 clauses, qui est l'une des licences les plus permissives, ou même une licence 2 clauses. Dans cette licence, j'ai pas beaucoup de liberté, pas beaucoup d'obligations. Finalement, lorsque je diffuse ce composant-là dans un tout qui est sous licence GPL, est-ce qu'en diffusant sous GPL, je respecte bien les obligations? Est-ce que j'accorde plus de droits que ce que m'a donné la BSD? A priori, non. Est-ce que je respecte bien l'ensemble des obligations qui sont contenues dans la BSD de clause? A priori, oui. Donc, de cette compatibilité logique, c'est-à-dire qu'en diffusant en GPL, je respecte bien la licence MIT ou la licence BSD en l'occurrence, on peut résoudre ces situations de compatibilité. Donc ça, c'est les quelques éléments de licence. Je donne une vue un peu globale. L'idée, c'est qu'on puisse ensuite valider ensemble les situations particulières dans lesquelles se présentent pour vous ces différents enjeux, et on le fera en sous-atelier. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des éléments, des réflexions que vous voulez partager au fil de l'eau, c'est fait pour ça aussi. En termes de valorisation, donc la valorisation open source, c'est un sujet qui remonte de plus en plus. Donc c'est plutôt un bon point. C'est-à-dire qu'auparavant, et notamment dans la recherche, il y avait cette idée que soit on valorisait un logiciel, soit on le diffusait en open source. Ça a évolué. C'est une bonne chose, et notamment parce qu'il y a, j'en ai pas parlé, mais parce que c'était pas un besoin qui est remonté de manière trop forte de retour. Mais donc depuis la loi pour une république numérique 2016 et avec les bonnes entrées en application de ces mesures en 2018, toutes les administrations qui produisent ou reçoivent du logiciel dans le cadre de leur mission de service public doivent le diffuser en open source. Je fais un gros raccourci, mais en tout cas la conséquence pour les administrations au sens ultra large, donc tous les acteurs publics. Donc il y a quand même une grande dynamique favorable à l'open source. Et ce sont des organisations pour lesquelles il y a déjà une démarche de valorisation qui est assez forte, liée à leur mode de financement. Et donc, dans ces démarches de valorisation, il y a maintenant cette nécessité d'intégrer le fait que le logiciel puisse être en open source et que même en open source, il puisse produire de la valeur et que cette valeur produite puisse être captée, repartagée. Elle est faite de manière différente. On ne va pas nécessairement créer
des startups qui capitaliseront sur des brevets. Je fais exprès de prendre des extrêmes, mais en tout cas, on n'est pas dans cette logique de je mise tout sur un acteur et il pourra capter le maximum de bénéfices du monopole qui a été créé. On est plus dans des logiques de on va créer un ensemble, un environnement dans lequel un acteur, mais d'autres aussi, vont pouvoir bénéficier de ce qui a été produit par la recherche et contribuer en retour. Alors, quelques éléments qui me semblent juste intéressants à rappeler d'un point de vue valorisation et qui, à mon avis, sont quand même assez bien compris maintenant. C'est le premier, ouvrir ne veut pas dire abandonner. Donc, cette idée que par l'ouverture, finalement, on va créer des opportunités, mais on va pas du tout abandonner ces droits de propriété intellectuelle et que dans l'open source, il y a même une certaine vigilance au respect des licences. Et c'est assez intéressant, mais quand vous avez un acteur qui ne respecte pas soit la licence d'un projet qu'il utilise, soit qui ne respecte pas la définition de l'open source. On a vu j'ai lu encore récemment des acteurs qui se sont fait assez ouvertement critiquer sur Internet pour ces sujets-là. Finalement, vous avez la communauté, vous avez toutes les personnes qui s'intéressent au modèle de l'open source qui vont venir critiquer et venir contribuer à faire en sorte que cet usage puisse être rectifié. Donc, il y a une vraie compréhension à la fois de la protection qui est liée à la propriété intellectuelle, même si c'est pas dit comme tel, et donc de la nécessité de respecter le cadre de l'open source. Ensuite, le deuxième point, on y reviendra un peu après, c'est combiner, articuler, ne pas opposer. Alors là c'est un point qui est aussi parfois un peu sensible, mais intéressant, c'est de se dire l'open source qui est le modèle qu'on va associer généralement à la conception d'un logiciel, au développement d'un logiciel entre un certain nombre d'acteurs, peut s'articuler avec d'autres stratégies, notamment en matière de propriété intellectuelle, droit des marques. Sur la manière dont s'articule avec le brevet, c'est plus complexe, j'en parlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a cette idée que ce qui est fait dans le domaine de l'open source pour le développement du logiciel va pouvoir se renforcer en utilisant d'autres actifs immatériels, d'autres droits de propriété intellectuelle qu'on connaît souvent mieux d'ailleurs que le droit d'auteur et qui sont complètement compatibles avec la logique de l'open source. Et le dernier, là c'est plus une question d'état d'esprit, mais ne pas confondre posséder et contrôler. L'un des points qui aujourd'hui, alors je pense que pareil, ça va dans le bon sens, mais qui reste encore à mon avis amélioré, c'est la compréhension de cet intérêt qu'ont les organisations qui éditent des logiciels ou qui produisent des logiciels initialement, je pense notamment au monde de la recherche, à donner un certain à réaliser un certain lâcher prise sur ce qui a été produit de telle manière à ce qu'une communauté puisse se constituer autour du projet. Ça, là, je parle du monde de la recherche parce qu'on est vraiment dans ou des institutions publiques. On est vraiment dans cette mouvance où il y a quand même pas mal de projets qui sont issus d'un certain nombre d'années de recherche publique qui passent en open source et qui sont en train de rencontrer une communauté au bénéfice des deux, bénéfice des institutions et de la recherche parce que ça leur permet de passer à l'échelle, au bénéfice de la communauté parce que ça permet d'avoir des actifs qui sont particulièrement riches et qui bénéficient d'une expertise intéressante. Et ce qu'on voit dans le monde plus industriel et commercial, c'est pas nécessairement, en tout cas, parfois il y a des logiques un peu hybrides entre ce qui est partagé, ce qui est de l'ordre de ce qui est réalisé par l'éditeur, les éditeurs, et ce qui est partagé à la communauté dans une logique aussi de contribution et de mutualisation. Donc les deux peuvent s'articuler de manière assez fine aussi. Je poursuis. Sur la propriété intellectuelle, on a eu quelques retours sur notamment l'articulation entre droit des marques, brevets, moins sur les autres. Moi, d'un point de vue un peu macro, ce que je vois lorsqu'on travaille sur une stratégie de propriété intellectuelle qui touche au modèle du logiciel libre open source, c'est à la fois il y a des choses qui s'articulent de manière très très fine. Le droit d'auteur sur le logiciel, lorsque vous avez plusieurs logiciels, plusieurs composants qui fonctionnent en parallèle, c'est assez facile d'avoir des stratégies distinctes qui sont complémentaires. Pour une partie open source, d'autres logiciels qui sont complémentaires aux logiciels open source, sur lesquels il y a une communauté qui, eux, ne seront pas nécessairement open source ou qui ont des modèles un peu différents. Vous avez des articulations assez bonnes avec tout ce qui est autres types de créations qui sont associés au logiciel, que ce soit la documentation ou tout ce qui permet d'appréhender le logiciel, mais aussi les bases de données. Donc, vous avez des projets qui intègrent maintenant cette logique d'open data aussi dans ce qui est constitué, ou alors qui valorisent la donnée là où ils partagent la partie purement logicielle. J'ai d'ailleurs des modèles en tête qui combinent le open source hardware
donc pour la partie vraiment mutualisation, et une logique de valorisation de la donnée d'un point de vue plus droit sui generis des bases de données, qui est le droit de propriété intellectuelle, spécifique au droit des bases de données, aux bases de données. Le droit des marques se combine très bien aussi avec l'open source. Pourquoi? En quelques mots, mais l'idée c'est que d'un point de vue purement développement du logiciel, vous allez partager par la licence ou par le choix de la licence open source la manière dont chacun peut réutiliser voire contribuer au logiciel. Par le droit des marques, vous allez au contraire centraliser une identité et une manière d'utiliser ce signe distinctif, ce qui est positif pour le projet, parce que ça permet de s'assurer que lorsqu'on parle je prends un exemple communautaire, lorsqu'on parle de Mozilla ou lorsqu'on parle de VLC, on parle de ce logiciel, celui qui est édité par la communauté et aucun autre. Et à l'inverse, si jamais il y a une nécessité de pouvoir faire, c'est la manière dont fonctionnent beaucoup les projets communautaires, mais si vous avez des copies virolées du logiciel qui sont partagées, par exemple, vous avez la communauté, en tout cas l'association qui est derrière, si c'est un projet associatif, qui va pouvoir agir sur le fondement du droit des marques en disant, écoutez, moi je suis le seul à pouvoir autoriser l'utilisation de ce terme-là. Ok, n'importe qui peut le modifier, le redistribuer, mais vous ne pouvez le faire avec notre nom que si vous respectez notre trademark policy, notre politique en matière de marque. Et là, en l'occurrence, vous le faites pas parce que, pour différentes raisons, mais ne serait-ce que parce que la version n'est pas validée par la communauté, ou ne serait-ce que parce que les modifications sont complètement vérolées et puis vous en servez contre les utilisateurs finaux. C'est que quelques exemples comme ça. En matière de brevet, c'est plus complexe. Pour moi, il y a deux éléments de tension. Le premier, c'est droit d'auteur sur les interfaces. Donc, c'est quelque chose qui apparaît un peu en Europe, qui a été reconnu un peu plus, donc il y a des jugements aux US, aux États-Unis, et qui consiste à protéger des interfaces. Donc les interfaces, c'est des API, des protocoles ou des formats de fichiers. Sur les API, ça peut être assez problématique parce que c'est la manière dont communiquent des logiciels entre eux. Et en l'occurrence, c'est sur cette idée d'une protection des interfaces que Google s'était fait taper sur les doigts, façon de parler, parce que c'était une grosse tape. Lorsqu'il a réimplémenté la machine virtuelle d'Oracle. Donc en fait, ils ont redéveloppé quelque chose pour ne pas avoir à être soumis à la licence du logiciel qu'ils voulaient utiliser pour faire fonctionner un certain nombre d'applications sur Android. Et au final, ils se sont quand même fait taper sur les doigts, encore une fois, la façon de parler, parce que finalement, pour pouvoir s'assurer que des applications puissent fonctionner sur Android, ils avaient nécessairement réimplémenté la même interface, la même manière de communiquer. Et de fait, c'est ça qui a été reconnu comme étant sujet à la protection aux US. C'est pas du tout un droit qui est ancré. Je vous dis pas qu'il faut nécessairement maintenant considérer que les interfaces sont protégées par un droit d'auteur. J'aurais plutôt la vision inverse, mais en revanche, c'est un risque réel. Et vous avez un certain nombre de contrats, je pense notamment pour le coup aux licences d'Oracle, qui ont intégré dans leur formulation cette idée qui est des revendications basées sur le droit en matière d'interface. Donc ça c'est un risque qui est pas négligeable, qu'il faut avoir en tête. Et la manière d'y remédier est assez simple. Lorsqu'on a une situation où on veut au contrat partagé, c'est de considérer que vous pouvez associer une licence open source sur l'interface en elle-même aussi. Et l'autre, c'est les brevets. La raison pour laquelle c'est aussi un élément de tension, c'est qu'il est tout à fait possible de retrouver un logiciel qui est en licence open source qui implémente des inventions qui, elles, sont soumises à des brevets détenus ou pas par l'un des membres l'un des contributeurs du projet. Si c'est les contributeurs du projet qui détiennent les brevets, vous avez de plus en plus de licences qui viennent intégrer le fait qu'ils vont aussi accorder une licence sur leur brevet. Si c'est pas eux qui détiennent, mais toutes ne le font pas, donc ça à valider, donc à vérifier. Et si c'est pas eux qui détiennent les brevets en question, là c'est plus complexe parce que ça veut dire qu'il faut s'assurer en fonction des territoires dans lesquels vous allez utiliser ou exploiter les logiciels open source en question que vous êtes bien, qu'il n'y a pas de risques principaux en termes de brevets. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez un certain nombre maintenant d'initiatives qui constituent des portefeuilles défensifs en matière de brevets, dans le domaine de l'open source notamment. Je pense à l'OIN, Open Innovation Network, ou l'OT Network aussi, qui aux US vont réunir des brevets pour défendre dans certains contextes les communautés de l'open source, voire tracer aussi les reventes de brevets. Je rentre pas trop dans le détail, mais l'une des difficultés aussi en matière de brevets, c'est que
il y a un flux assez important, un transfert de propriété industrielle assez important, surtout en période de crise d'ailleurs, et qui fait qu'on ne sait pas nécessairement qui détient quel brevet sur quoi, et que ça peut évoluer quasiment du jour au lendemain, avec le risque qu'un acteur qui avait une politique très permissive, le lendemain, ait cédé les brevets à un acteur qui en a fait son business, et donc sera beaucoup moins enclin à autoriser l'usage qu'on peut en faire. Alors, sur les brevets, je passe très rapidement dessus. J'avais rédigé un article qui est disponible en ligne, vous aurez les slides de toute façon aussi, mais dans lesquels j'explique notamment la manière dont les licences open source existantes permettent de protéger un certain nombre de risques, la manière dont chacune le fait et ce qui protège le mieux en matière de brevets. Vous avez aussi toute une explication des différents dispositifs de portefeuille défensif, en cas de défense collective en matière de brevets. Ce qui est utile aussi dans une démarche d'articulation un peu plus fine et formulée aussi, formalisée en matière open source et brevets, c'est d'avoir comme pour les trademark policy, les politiques en matière de marque, des politiques en matière de brevets qui sont assez claires, ne serait-ce que pour dire, finalement, j'ai des brevets parce que j'en ai besoin dans certains contextes. En fait, dans une perspective internationale, c'est dur de complètement, même si en Europe, les brevets logiciels n'existent pas en Europe, je vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui se passe, c'est que les acteurs qui sont sur un marché, qui est un marché international, ont besoin dans tous les cas de se protéger contre les brevets qui existent, notamment aux US, au Japon, mais dans d'autres pays pareils, et donc vont être dans une logique on a des brevets, mais l'usage qu'on en fait ne vient pas limiter, par exemple, le bénéfice que l'open source peut avoir de la diffusion qu'on fait de nos projets en open source, voire on peut utiliser nos brevets pour protéger aussi un certain nombre d'acteurs dans le domaine de l'open source face à d'autres comportements un peu agressifs de ce qu'on appelle les patent trolls, ou en tout cas des non-practicing entities, donc des organisations qui ne font que attaquer en contrefaçon, et pour lesquels il est dur de se défendre, parce que la défense en matière de brevet, généralement, c'est de dire j'ai plus de brevets que toi, donc on baisse les armes. Mais ça ne marche que si c'est deux acteurs qui ont une exploitation des brevets des autres qui se retrouvent devant le même tribunal. Donc, je rentre pas trop dans le détail. Tout ça pour dire que c'est pas impossible. Donc, c'est nécessaire de le formaliser. Lorsqu'on est dans des logiques où, de toute façon, il y a cette présence à la fois d'une politique open source, parce que c'est de plus en plus important et croissant dans le monde numérique, mais aussi d'une protection en matière de brevets, ne serait-ce que lorsqu'on est dans les marchés internationaux. Quelques éléments aussi pour alimenter les échanges qu'on a eus, donc les remontées d'informations qui ont été partagées. Alors c'est un peu dense, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un socle commun sur lequel ensuite pouvoir détailler. Dans les différents types de projets open source qu'on va retrouver, il y a cette idée. Alors, open core, c'est ce qu'on appelle, c'est les projets pour lesquels vous avez un socle fonctionnel mais très réduit qui est en open source, et pour bénéficier des fonctionnalités les plus intéressantes, vous allez devoir passer à un modèle payant. Maintenant, vous avez quand même beaucoup d'éditeurs qui font de l'open source. Donc de l'open source au sens de la définition que j'ai évoquée tout à l'heure, et qui sont dans des logiques aussi d'éditeurs, donc des sociétés qui ont leur propre modèle avec leur base d'utilisateurs clients. Et il y a plusieurs manières de valoriser ça. Soit c'est via il y a une application unique, qu'elle soit avec des modèles de double licence. C'était quelque chose qu'on connaissait beaucoup auparavant avec l'exemple de MySQL, qui marche de moins en moins, parce qu'aujourd'hui l'open source est compris là où auparavant c'est quelque chose d'un peu gris, et donc souvent c'était préférable de payer plutôt que de risquer de mal interpréter ce gris. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement c'est pas si gris que ça. On sait quand est-ce qu'on peut utiliser MySQL, MariaDB, ou quand est-ce qu'on ne doit pas le faire, et si on le fait de telle manière, ce que ça induit comme incidence pour le reste de l'application. Donc c'est quand même on est beaucoup plus experts au sein des organisations sur ces sujets-là. Donc le modèle de double licence fonctionne moins. Vous avez des modèles où ils sont plus qui s'appuient plus sur une restriction par d'autres. Alors j'ai mis par la marque, mais par d'autres actifs, soit le droit des marques, soit un droit d'auteur sur d'autres composantes du logiciel, par exemple, qui peuvent être des facilitants. C'est des choses qu'on voit de plus en plus. Alors, le projet en open source, si vous voulez pouvoir et donc vous pouvez complètement l'intégrer chez vous et en faire un usage tel que vous le souhaitez. Vous avez des logiciels facilitants qui eux sont commerciaux et qui vous facilitent la vie de tous les jours si vous en faites une exploitation industrielle, mais qui eux donc sont sujets à un modèle commercial plus standard. Et ensuite, vous avez c'est là où il y a eu plus de difficultés peut-être en termes de valorisation de modèle économique. Vous avez des éditeurs qui ont des projets complètement open source et qui ne valorisent finalement
que leur savoir-faire ou leur réputation, avec des logiques de concurrence avec notamment Amazon ou Google, en cas, qui ont des difficultés à se positionner face à des acteurs, des géants du numérique, qui vont utiliser leurs solutions sans forcément redistribuer une partie des bénéfices qu'ils en tirent. Et ensuite, bon, là c'est le modèle communautaire qu'on connaît le plus, mais qui encore une fois, c'est l'intérêt aussi du schéma, qu'une partie de l'équation. Vous avez des communautés, des fondations ou des communautés informelles qui vont développer des logiciels qui vont participer à pérenniser les logiciels qui ont été développés. Donc les modèles économiques qu'on va retrouver dans dans ce monde, notamment de l'open source, parce qu'encore une fois, l'économie, c'est ce qui va permettre là pour le coup au projet de vivre dans la durée, de s'interfacer avec la société, l'information, société économique, capitaliste dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, ce que j'ai évoqué sur les licences propriétaires, il y a ces logiques d'abonnement qui peuvent s'appuyer sur un certain nombre d'autres actifs immatériels. Bien sûr, le service, c'est une grande récurrence il y a beaucoup d'entreprises qui s'appuient sur le service pour valoriser leurs compétences et leur contribution des projets open source. Et ce qui est intéressant aussi comme modèle, c'est les produits open source qui se financent uniquement sur la communauté des utilisateurs finaux des projets en question. Donc on a quand même pas mal de projets comme ça que je rapproche de plus en plus maintenant de ce qu'on appelle les communs numériques, et qui sont des ressources qui sont coproduites par les bénéficiaires finaux des projets en question, et qui s'assurent ensemble qu'il y ait une pérennité économique, humaine et sociale derrière tout ça. Alors dernière section pour finir sur les éléments qui ont été évoqués. L'une des questions qui est remontée à quelques reprises, c'était de se dire bon, il y a plein de licences, quand est-ce qu'on choisit la licence et sur quelle base qui correspond au projet. Moi, juste une matrice un peu, une méthode qui est utilisée, en tout cas qui permet de suivre une démarche, en tout cas sur le sujet. Moi, souvent, la manière dont on fonctionne dans ces contextes-là, c'est de s'appuyer sur une évaluation de l'existant, se dire bon, pour choisir la licence, déjà il faut savoir quelles sont à la fois nos obligations, en tout cas ce à quoi on est contraint de par le contexte dans lequel on se trouve, mais aussi nos droits, quels sont nos leviers sur lesquels nos actifs sur lesquels on peut s'appuyer. Ça permet ensuite d'être une démarche un peu stratégique en disant voilà la licence qui répond le plus, qui est la plus proche de nos besoins, que j'associe généralement, c'est une terminologie comme une autre, mais à un fonctionnement plus tactique, de se dire de cette licence qui est vraiment la licence qui correspond mieux à notre besoin. Il y a des choses peut-être qui peuvent être adaptées, modifiées, ou en tout cas qui permettent de s'assurer que la licence dans le contexte qu'on utilise répond exactement aux besoins du projet, des organisations qui sont derrière. Et ensuite, il y a toute une animation, en tout cas toute une dimension d'accompagnement de ceux qui choisissent cette licence vis-à-vis de la communauté qui est concernée, pour s'assurer que ce choix et les incidences de ce choix sont bien compris, parce que l'un des risques, je parle effectivement que des aspects juridiques, parce que c'est le principe de l'atelier, mais l'un des risques lorsqu'on est dans l'open source, c'est de raisonner, en fait, de faire du juridique l'élément central, là où c'est qu'un moyen, parmi d'autres actions, pour faire en sorte que le projet fonctionne réellement. Vous pouvez avoir un montage juridique parfait, s'il est compris par personne, il servira à rien. À l'inverse, vous pouvez avoir une très bonne stratégie qui s'appuie sur un montage juridique qui est plus qu'imparfait, mais qui est compris par tout le monde et qui va fonctionner peut-être dans un premier temps mieux que dans le premier exemple que j'ai évoqué. Donc, faut réussir je trouve juste le milieu entre les deux exemples extrêmes que je viens de donner. Sur la partie identification de l'existant, état des lieux, souvent ce qu'on fait, c'est ça, c'est se dire bon, on a des actifs, qu'est-ce qui compose notre application, qu'est-ce qui compose l'ensemble des ressources qui font notre projet. On a des éléments qu'on va intégrer dans ce qu'on appelle le passif, c'est quelles sont toutes les contraintes qu'on va devoir prendre en compte lorsqu'on dit pour la diffusion du logiciel ou pour le choix de la licence. Donc les actifs, c'est les différents droits de propriété intellectuelle qu'on peut avoir. Je rentre pas dans les subtilités salariales liées à la propriété intellectuelle, mais en tout cas, en tant qu'organisation ou en tant que titulaire de droit, on peut bénéficier de tout ça. Et en tant qu'organisation titulaire de droit, on peut être aussi contraint
je mettais licence, brevet, NDA ou des contrats de partenariat, par un certain nombre d'éléments qui ont été engageants pour l'organisation en elle-même. Donc, la stratégie, c'est de se dire, moi, de la situation dans laquelle se situe mon application, c'est pas la même chose si je suis sur un framework de développement, si je suis sur une application standalone, donc, si je suis sur du web, si je suis sur de l'embarqué. Ces contextes-là vont avoir une incidence assez forte en termes de licences qui leur est associée, parce que c'est pas nécessairement les mêmes communautés qui sont derrière, donc les mêmes licences qui sont utilisées. Et souvent, on va avoir cette idée aussi que finalement, j'ai intérêt quand même à utiliser des ressources qui sont assez proches, des licences qui sont assez proches de celles des autres projets avec lesquels je vais m'articuler. Donc de tout ça, on va pouvoir sélectionner un premier nombre de licences qui vont être pertinentes pour notre projet. De cette, et possiblement donc la licence qu'on va vouloir retenir. L'élément tactique, alors c'est là où ça me permet d'intégrer d'autres points qui étaient remontés aussi dans les réponses au sondage. La partie tactique, c'est de se dire, lorsque j'utilise la licence, je vais faire en sorte de gommer toutes les zones d'interprétation, en tout cas d'ambiguïté qui peut être associée à ça, voire je vais donner des libertés supplémentaires, donc c'est le principe d'interprétation pour le premier point et d'exception pour le second. Donc là, je vais préciser comment ma licence va s'appliquer dans certains contextes pour répondre au plus proche des besoins qui sont ceux du projet et donc des utilisateurs des projets en question. Et vous avez un certain nombre de projets open source qui ont des exceptions ou des interprétations qu'on va retrouver dans les entêtes des fichiers ou parfois dans la racine même du logiciel. Et ça fait partie du contrat. Donc, il y a le contrat, l'engagement qu'il y a entre le titulaire de droit et les réutilisateurs du logiciel. C'est vraiment ce cumul entre le contrat, la licence et les addendums ou les ajouts, les exceptions qui vont être associées au projet en question. Tout à l'heure, je vous parlais de 300, 3000 licences qui peuvent souvent, donc 3000 composants qui peuvent souvent apparaître dans un développement informatique. Sur 100 licences, je pense que vous aurez à minima un dixième d'entre elles auxquelles seront ajoutés des éléments d'exception ou d'interprétation. Je rentre pas trop dans le détail, mais c'est quelque chose qui doit rentrer aussi dans la logique de conformité open source. Et une fois qu'on a, souvent, nous, ce qu'on aime bien faire quand on réfléchit au choix de licence, c'est de se dire, finalement, il y a plusieurs scénarios qui vont apparaître. Souvent, lorsqu'on fait le bilan, on se rend compte que le choix d'une diffusion sous licence permissive versus le choix d'une diffusion sous licence copyleft, les deux sont pas ont des avantages, ont des inconvénients, et on va pouvoir les comparer. Alors, encore une fois, vous aurez les slides, mais de se dire finalement dans tout ça, qu'est-ce que l'open source va me donner comme avantage d'un point de vue concurrentiel, d'un point de vue utilisation de ressources open source dans mon propre projet, donc intrinsèque au projet ou extrinsèque. Et à l'inverse, quels sont les risques qui sont associés à tel type de scénario. Donc le scénario A, c'était plutôt une licence très permissive du type Apache ou MIT. La licence Apache, c'est une licence qui est assez longue, qui est très utilisée dans le monde industriel. MIT, c'est une licence qui est très courte, très utilisée dans le monde du JavaScript. Donc l'usage qu'on va en faire va dépendre notamment de la communauté, mais aussi de la culture de l'entreprise qui va diffuser son projet sous cette licence-là. Le scénario B, c'était des licences qui sont des licences copyleft de type GPL ou Affero GPL, où là, on est dans une logique quand même on veut s'assurer qu'il y ait une collaboration autour du projet et donc de repartage à l'identique forcé dans tous les contextes. Donc là, rapidement, je vous montre ça. Et pour finir sur ces pratiques, ce qu'on va retrouver lorsqu'on lance un projet open source et qu'on s'interface avec une communauté d'utilisateurs, voire de contributeurs, c'est ces autres entre guillemets contrats, ou en tout cas ces autres éléments engageants qui sont les DCO. Et DCO, c'est une pratique qu'on voit de plus en plus qui a été impulsée par Apache et Linux, qui sont des sortes d'attestation de titularité. En fait, c'est un document qui va être signé par le contributeur d'un projet disant je reconnais, je certifie un tel ou une telle, je certifie être titulaire de droit de manière suffisante pour pouvoir contribuer au projet sous telle licence du projet. Donc ça permet de sécuriser, de ne pas avoir des contributions anonymes sur un projet. Et contributor agreement, c'est lorsqu'on demande à ces contributeurs en plus une cession de leurs droits, exclusive ou non exclusive. Trademark policy, patent pledge, j'en ai parlé tout à l'heure. Et sur le dernier point, ce que j'avais en tête en termes d'organisation de gestion de l'open source, c'était de bien avoir en tête lorsqu'on est dans cette idée on utilise l'open source, on veut s'assurer qu'on respecte bien les licences. Premier point, c'est j'identifie. L'identification de l'ensemble des composants open source constitue ce qu'on appelle le software bill of material.
pareil, c'est quelque chose qui se diffuse de mieux en mieux et qui est de plus en plus automatisable aujourd'hui à l'échelle internationale. Une fois qu'on a ce bill of materials et les licences qui leur sont associées, on a une phase de validation. Je m'assure que les licences sont les bonnes d'une part, mais aussi sont conformes au choix de la licence du projet ou à ma politique de licence au sein de l'organisation. Et ensuite, on peut exécuter les obligations qui sont tirées de cet ensemble de licences. Et ça, c'est quelque chose qui se fait d'un point de vue du formalisme, du transfert de droit, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Un projet qui est assez important, même en tout cas, un projet nord-américain, mais qui vise quand même à l'international à faire converger l'ensemble des acteurs autour de cette formalisation de gouvernance politique open source, c'est le projet OpenChain. OpenChain, c'est un projet qui est international et qui définit les grands, alors c'est une vision très macro hein, de conformité des organisations, qui définit les grands points, les piliers d'une démarche de conformité open source dans des organisations et qui permet dans une logique de supply chain, donc d'interdépendance des acteurs les uns les autres dans le cadre de leur propre démarche open source, de s'assurer que ce qui est fait par l'un soit compatible et puisse être transféré à ce qui est fait par l'autre et donc de pas recréer à partir de zéro à chaque fois les démarches de conformité au sein des organisations. Et les derniers points, avec ça j'aurais fini, bon j'ai 10 minutes de retard mais je très rapidement. Donc le point, lorsqu'on se pose la question, c'est du respect des licences open source. Quelques exemples de situations, d'éléments qui étaient remontés, c'est bon, quand je distribue un logiciel, quels sont les engagements que je vais pouvoir avoir liés aux licences qui leur sont associées. Donc tout dépend des licences. Mais lorsqu'on est dans des licences permissives, généralement ça se limite à des situations très simples du type reproduire la licence dans la documentation si on est dans une distribution de la forme binaire du logiciel. Si on est dans la forme code source, il faut juste laisser les mentions dans l'entête des fichiers. Et lorsque vous avez des licences type GPL ou copyleft, tel que je l'ai évoqué tout à l'heure, en plus de ça, vous allez avoir des informations à inclure dans différents éléments fonctionnels du logiciel. Et la mise à disposition, c'est l'élément un peu discriminant du code source. La GPL V2 propose plusieurs manières de remettre le code source. La GPL version 3 ouvre un peu ce champ des possibles. Un des points aussi, je finirai là-dessus, pour le reste on le verra ensemble. Un des points qui a été évoqué, c'est quid de la génération de logiciels au travers d'un compilateur, par exemple. Il n'y a pas que les compilateurs, mais parfois, pour développer ses propres logiciels, on va utiliser d'autres logiciels qui sont des logiciels open source. Est-ce que ça a une incidence sur la licence de mon logiciel? Donc la réponse, de manière assez évidente, hein, si je parle de bon sens, c'est de considérer que ce sont deux créations qui sont complètement indépendantes. J'utilise un compilateur pour compiler mon logiciel. Certes, je l'utilise, mais mon logiciel n'est pas dérivé de lui. Il est passé dans la moulinette. J'aurais pu utiliser un autre compilateur. Néanmoins, ce qu'on retrouve, c'est que parfois, ces logiciels qui permettent de générer d'autres logiciels vont rajouter des bibliothèques, des composants dans le résultat qui est généré. Alors, généralement, c'est pas volontaire, c'est une visée très fonctionnelle. Ces bibliothèques, ces petits fichiers qui sont issus du compilateur ou du logiciel qui a généré donc notre version compilée, sont souvent soumis à des licences open source. Généralement, à 99% des cas, mais pas toutes, donc il faut quand même le vérifier. Ces bibliothèques ou ces petits composants qui sont ajoutés à notre application sont soumis à des licences open source avec des exceptions qui permettent d'en faire un usage sans avoir à étendre le copyleft de la licence si elle est copyleft à l'ensemble de l'application. Donc c'est tout à fait possible. Vous aviez historiquement, il y avait c'était Eiffel par exemple, oui Eiffel Studio. Il y avait eu des volontés de modèles économiques basés sur vous utilisez notre compilateur, donc vous devez utiliser la même licence, sauf si vous nous payez une licence commerciale. Mais à ma connaissance, en tout cas, c'est plus quelque chose qui est il y a peut-être encore des cas très exceptionnels, mais c'est plus des choses qu'on voit visuellement. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur le compilateur, dans le cas des compilateurs. Et ensuite, sur le dernier point, c'est j'utilise des logiciels libres externes. Ça c'est les points que j'ai évoqués tout à l'heure. En fonction du type de licence et notamment d'étendue associée à la licence, je vais me retrouver dans différents types de contraintes liées à la redistribution ou non du logiciel qui s'appuie sur ces bibliothèques et ces logiciels libres externes sous les mêmes licences. Donc voilà les quelques points. Alors c'était un peu long, mais l'idée c'était de s'assurer qu'on ait une base, qu'on partage une base commune sur ce que recouvrent ces notions et ces enjeux juridiques dans le domaine du logiciel libre, pour pouvoir ensuite développer de manière plus précise les contextes
Alors certains d'entre eux, j'y ai déjà répondu, mais d'autres, soit qui vous sont venus dans le cadre de cette présentation, soit qui n'avaient pas été remontés dans le cadre du formulaire, qui sont vraiment ceux spécifiques à vos contextes d'utilisation. Sachant que de toute cette base, on l'a dit tout à l'heure rapidement, mais je le rappelle, on en fera l'idée c'est qu'on puisse nous-mêmes compiler et faire une synthèse et faire en sorte que l'ensemble des éléments de réponse qui sont apportés dans ce contexte-là soient partagés ensuite. Alors je ne sais pas si ce sera sur le site du hub ou peu importe le format, mais en tout cas alimente une base de connaissances qui soit utile à plus ou moins moyen long terme pour l'ensemble des membres de Systématique. Voilà. Maya, je te redonne la main. Oui, merci Benjamin. Le temps de rallumer la caméra. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je reprends rapidement la parole pour pouvoir vous présenter les groupes de travail qui sont thématiques. Donc, le premier groupe licence open source sera animé par Vincent Bachelet et Romane Leblanc-Mathieu sera aussi présente d'Inocube dans le groupe pour faciliter la mise en forme sur les supports collaboratifs. Nous avons mis quelques petits choix, quelques exemples finalement de thématiques abordées dans ce groupe de travail, mais bien sûr tout dépendra en fait de vos contributions. Donc ce n'est vraiment juste, ce ne sont que des exemples pour donner une idée. Le deuxième groupe, valorisation et open source, sera donc animé par Benjamin Jean et Célia Gruson-Daniel d'Inocube sera aussi présente pour aider à la facilitation et la prise de notes et la mise en forme du document collaboratif. Les exemples sont aussi juste à titre illustratif. Vous trouverez à la suite quelques objectifs que j'aimerais rappeler et quelques points d'attention par rapport au groupe de travail. Donc, au cours de la séance de travail, le but, c'est que chacun d'entre vous puisse participer activement. Donc, exposer d'une part les situations et les questionnements que vous rencontrez. Partager aussi des bonnes pratiques et des outils dont vous avez déjà connaissance ou que vous utilisez déjà. Et mettre, bien sûr, toutes ces informations, les partager dans la discussion publique pour qu'on puisse les noter ou dans les supports collaboratifs. Ensuite, détailler les mises en application possibles. Ça, c'est un autre des objectifs donc, qui viendra lors de la séance. Pour apporter d'éventuels éléments de réponse, car dans vos expériences, vous avez tout certainement eu recours à des outils ou des pratiques pour répondre aux questions auxquelles vous vous posez. Donc voilà, de les partager pourra aider les autres personnes. Le partage de ces expériences pourra aider les autres personnes à imaginer quelles pistes de solutions peuvent se dessiner. Et vous partagerez aussi vos attentes par rapport aux solutions et aux pistes de solutions à développer dans chaque cas de figure. Enfin, il est attendu que vous puissiez réagir et discuter des pistes de solutions évoquées et de leurs possibilités d'implémentation. Donc tout ce travail sera fait avec l'aide des animateurs et facilitateurs. Et je prends le temps simplement de rappeler deux petits points d'attention qui sont liés au format donc participatif de l'atelier, puisque l'idée c'est bien de répertorier les questions, qu'elles aient ou non des réponses. C'est-à-dire, il se peut qu'une question soit soulevée qui n'ait pas de réponse immédiate, mais qui servira à imaginer justement des pistes de solutions futures à développer. Et un second point d'attention consiste à explorer les cas concrets donc que chacun d'entre vous a pu rencontrer pour en tirer des enseignements donc plus généraux, plus transversaux et aussi réutilisables dans d'autres contextes. Donc, tout cela se complète par quelques petites précisions techniques aussi par rapport à l'utilisation des salles de réunion. Donc, vous verrez apparaître juste en haut
de la barre d'où se trouvent nos noms, finalement, dans la barre latérale de gauche, deux salles de réunion. Vous cliquerez dessus et vous pourrez demander à rejoindre la salle qui correspond à celle de votre groupe. Donc, les groupes ont été prédéfinis et donc la liste des personnes est actuellement en notes partagées. Donc, si vous cliquez sur notes partagées, vous pouvez voir à tout moment le groupe auquel vous appartenez. Lorsque vous rejoindrez la salle de groupe, il vous sera à nouveau demandé de réactiver votre microphone. Donc, il est conseillé d'activer le microphone et de ne pas être en écoute seul pour pouvoir participer pleinement à l'atelier. Voilà le petit rappel sur la répartition en groupe. Dans la discussion publique, nous allons mettre les liens vers les différents supports partagés, mais ils seront aussi partagés dans votre salle de réunion. Et il y a quelques conseils aussi à rappeler pour faciliter les échanges à l'intérieur des salles de réunion. Donc, pour ce format participatif dépend beaucoup des rôles qui peuvent se répartir entre toutes les personnes du groupe. Donc, il y a celui de la prise de notes et de la mise en forme du contenu sur les supports Excalibro, donc le tableau blanc, et CodeIMD, le pad collaboratif. Donc, vous aurez une aide pour cela, mais sentez-vous libre en tout cas d'intervenir directement sur les supports. L'intégration au contenu du contenu partagé dans discussion publique, c'est aussi un rôle qui peut être attribué à un ou une participante du groupe. C'est-à-dire que nous vous encourageons à partager tous vos liens vers des ressources, vers des outils dans la discussion partagée de votre salle. Et donc, une des choses à faire, c'est de répercuter ces liens dans les supports collaboratifs. Donc, une personne peut se charger de ça si elle le souhaite. Un autre rôle consiste à effectuer le suivi du temps. Et vous verrez, tout en haut de la salle de réunion, une bande s'affichera avec le décompte en fait du temps. Il s'agira aussi d'être assez vigilant pour ne pas passer trop de temps par exemple à l'idéation et sans passer voilà au temps de synthèse finale. Donc nous vous aiderons aussi à effectuer ce suivi, mais voilà, sachez que vous pouvez également participer en ce sens. Dernièrement, la présentation de la synthèse en plénière est quelque chose qui peut tout à fait s'effectuer par un ou une ou plusieurs participantes d'ailleurs, aussi bien que par les personnes voilà, facilitatrices ou animatrices voilà, d'Inocul. Donc, il y aura un temps dédié à cette mise en synthèse tout à la fin de la séance de travail. Et ce sera le moment voilà, pour vous de prendre ce relais si vous le souhaitez. Donc, quelques conseils un petit peu moins précis, mais voilà, plus généraux, et je pense que tout le monde a un petit peu pris le pli des réunions en visio. Mais donc, l'idée, c'est de mettre sa vidéo au début de la séance de travail pour un petit peu faire connaissance. Et ce sera le moment aussi de faire un tour de table. Donc, vous pourrez prendre en main l'outil collaboratif Excalibro en inscrivant votre nom, votre prénom, votre affiliation, des mots-clés. Il y aura un petit temps pour rappeler les objectifs de l'atelier si nécessaire. Et voilà, on a déjà parlé des liens à partager dans la discussion publique. Une bonne pratique, c'est de couper son micro lorsqu'on ne parle pas. Je pense que vous l'avez tous déjà intégré. Et prévoir un temps aussi, voilà, pour résumer les échanges pour la synthèse en groupe, comme je viens de le mentionner. Donc, pour tout souci de connexion, si vous étiez déconnecté de votre salle, ce qui se passerait, c'est que vous rebasculeriez dans la salle plénière où je serai pour vous orienter si vous avez besoin de conseils techniques pour rejoindre votre salle. Laissez-moi présenter brièvement les deux outils dont vous allez vous servir en salle de réunion. Vous aurez d'une part des pads collaboratifs
code IMD, donc qui se présente sous cette forme. Vous pourrez directement intervenir dessus. Les liens, vous pourrez retrouver les liens dans la discussion publique de votre salle et aussi en salle plénière. Et vous serez majoritairement sur l'outil collaboratif Excalibro, donc le tableau blanc, qui se partage en deux sections. Il y a donc la section présentation où vous pourrez prendre en main l'outil et vous pourrez inscrire vos noms, vos prénoms, voilà, vos mots-clés. Et ensuite, une deuxième section, cercle de réflexion, qui se présente voilà, comme vous le voyez, donc en cercle concentrique. Le tout premier cercle au milieu, vous verrez, il y a des petites cellules où vos interrogations que vous avez partagées via le questionnaire ont été... voilà, ça a été un peu pré-rempli avec ces éléments, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, toutes les cellules sont... vous pouvez en créer de nouvelles, modifier la taille de celles qui sont déjà existantes. Enfin, voilà, tout est modifiable et à souhait. Et donc, vous pourrez faire ça pendant la première partie d'idéation. Vous serez guidé par les animateurs qui vous aideront ensuite à remplir le deuxième cercle concentrique avec des idées qui en découlent. Et à la fin, les actions possibles qui pourraient être implémentées en fonction des cas d'usage évoqués. En fin de séance, un petit rappel sur la manière de quitter la salle de réunion. Vous avez 3 petits points verticaux en haut à droite de votre écran où il sera possible de sélectionner l'option quitter la conférence. À ce moment-là, vous serez rebasculé en salle plénière. Sachez que les salles de réunion sont en fait de nouvelles fenêtres Big Blue Button qui s'ouvriront lorsque vous cliquerez dessus. Il y aura donc 2 fenêtres Big Blue Button ouvertes en même temps, mais vous serez dans votre salle de réunion jusqu'à ce que vous quittez donc cette salle. Sachez aussi qu'à 11h40, après le temps de pause, les salles seront automatiquement fermées. Et donc, si vous êtes dedans, vous serez rebasculé automatiquement vers la salle plénière. À ce moment-là, il vous sera à nouveau demandé de sélectionner vos paramètres audio. Donc là, nous vous encourageons à nouveau à reprendre l'option microphone pour pouvoir participer à la restitution des synthèses. Et voilà pour moi, j'en ai fini avec les explications. Je mets de ce pas les groupes, les liens vers les différents supports et je crée les salles de réunion que vous pourrez rejoindre dès 10h30. Donc vous avez quelques minutes devant vous pour faire une petite pause et pour faire cette transition. Les salles de réunion privées ont été créées.
Rebonjour à toutes et à tous. Je vois que la bascule vers la salle plénière s'est bien effectuée. N'oubliez pas, pour les personnes qui sont en écoute seule, que vous avez l'option de modifier vos paramètres de connexion audio. Tout en bas, au milieu de l'écran, le petit bouton bleu avec le microphone pour pouvoir interagir et participer. Apparemment, quelques personnes sont peut-être perdues en cours de route. Ah, je vois que Benjamin est connecté. Donc nous avons récupéré tout le monde, il me semble. Oui, Maya, je pense qu'on est à peu près au complet. Parfait. Donc, je vous poserai la question, est-ce qu'il y a un groupe qui se sent de commencer pour la restitution des synthèses? Le groupe licence ou le groupe valorisation? Bon, on peut commencer avec le groupe licence. Hein. D'accord, très bien. Alors, est-ce que l'un de vous a été désigné? Est-ce que vous avez parlé de qui allait faire cette partie de restitution? Je propose pour le groupe en question, à défaut, ça va être moi, Jérôme. Top, vu que, voilà. Donc, je vais reprendre un petit peu les notes qu'on a fait. Donc, on a échangé sur différentes thématiques et à la fin, en fait, on a fait un tour d'étape pour regrouper un petit peu les sujets qui avaient été abordés. Donc là, je vais reprendre en fait notre prise de notes. Donc la première chose, en fait, ça a été comment savoir si un composant si un composant que j'utilise dans mon logiciel que je développe ou autre change de licence en cours de projet, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ce qui a été vu, c'est que la licence reste un contrat et le changement ne nous affecte pas en tant que tel. Il est rare que les licences changent pour un modèle plus restrictif. C'est tendance à être plus permissive. Il y a aussi la problématique de la question de compatibilité entre licences, où là, le projet en question a été développé en Apache 2.0. Et est-ce que ça pose pas des conflits avec les projets antérieurs? Et il y a aussi des problématiques de licences plus restrictives avec, normalement, par exemple, la GPL V3. Et là, ce qui a été vu, c'est que c'est compatible avec la GPL, avec la licence Apache 2.0. Donc là, ce qui ressort de ça, c'est que ce qui est important, c'est que au cours de la vie d'un projet, il va falloir suivre en fait l'évolution des licences des composants qu'on utilise. Et pour savoir en fait les licences qui sont utilisées, ça nous amène la notion de comment on peut voir justement les licences utilisées dans des logiciels qu'on utilise ou des outils ou autres. Et pour ça, il est évoqué en fait différents outils. Donc on a évoqué comme outil en fait un outil qui s'appelle Fossology. Et il y a deux autres outils du même type. Il y en a un qui s'appelle BlackDoc et un autre qui s'appelle ORT, qui est l'acronyme de OSS Review Toolkit. Donc ça, ce sont des outils qui vont en fait scanner un ensemble de code source pour ressortir les différentes licences utilisées. Et donc là, on va avoir un listing qui dit, voilà, cet ensemble de logiciels-là qui est dans telle librairie logicielle utilisée sous licence Apache, tel bloc logiciel, lui, est sous licence GPL, etc. Et suite à ça, en fait, on a vu qu'il y avait une problématique d'analyse en fait des différentes licences et de la compatibilité entre elles, et qu'il n'y avait pas forcément de matrice de compatibilité générale des licences entre elles. C'est quelque chose qui est très compliqué à faire, qui est un peu au cas par cas, parce que il y a la problématique de est-ce que le logiciel en question, je l'utilise uniquement en interne, ou est-ce que je le reverse à un client, ou je le mets à disposition gratuitement sur Internet. Et du coup, si je modifie le logiciel source qui est sous licence GPL, il va falloir que je redistribue les sources en même temps que je redistribue le logiciel en question. Donc là, ce qui a été vu, c'est que il y a un travail qui est nécessaire de façon assez régulière sur le suivi et approfondissement des compréhensions des licences utilisées dans les logiciels. L'autre problématique qui a été vue, c'est aussi qui a été abordée, c'était plus on a approfondi un petit peu des notions qui avaient été évoqué par Benjamin lors de la présentation, avec justement, on a rediscuté sur c'est quoi la différence entre du copyright, du
copyleft et de licence permissive. On a évoqué la problématique de modèle économique de l'open source avec l'open core versus le 100% GPL, où là c'est plus un support éditeur qui va être utilisé comme moyen de financement du logiciel, en fait, où le 100% du logiciel est gratuit, mais en fait c'est un support éditeur ou des modules propriétaires, c'est souvent dans les versions éditeurs ou des modules dits éditeurs qui vont apporter des fonctionnalités intéressantes pour l'entreprise, qui vont être soumises à licence restrictive et donc à un financement. Et le dernier point, en fait, on évoquait justement, je développe un logiciel, je le veux reverser en open source ou autre. En termes de, on a débordé un petit peu sur au-delà du côté licence, c'est aussi les bonnes pratiques du monde de l'open source, avec le fait qu'il faut faire une documentation plutôt claire, bien penser à mettre des en-têtes dans les fichiers sources, avec les licences associées, si on utilise différentes licences ou on a différentes briques logicielles sous licences différentes, un fichier README qui va expliquer un petit peu les enjeux du logiciel, licences utilisées, etc. Et un fichier contributing qui va expliquer comment on peut participer à cet écosystème du logiciel et ce qui est attendu en termes de contribution, les bonnes pratiques, où se passent les échanges avec la communauté. Voilà. Je pense que on a fait un peu le tour des différents points qu'on a abordés durant notre atelier. Donc voilà, on voit qu'on a donc les points essentiels, c'est vraiment ce qui leur sort, c'est la possibilité de faire du scan pour retrouver les licences utilisées en question, donc l'outil Fossology, qu'il n'y a pas de matrice simple qui dise tel logiciel est compatible avec tel logiciel ou autre. C'est un travail spécifique et dédié à faire. On a vu dans le cadre des échanges que il y a aussi plusieurs aspects, c'est que ça fait intervenir plusieurs métiers. On avait Vincent qui avait un discours plus juridique, on a des personnes qui ont un discours plus technique, et donc il faut mettre toutes ces personnes-là autour de la table et comprendre les enjeux et avoir un vocabulaire commun entre les développeurs qui font du code, et puis après, produit de licence, c'est pas le problème, le code source est là, je travaille dessus. Les juristes qui, eux, vont avoir les problématiques de respect du droit d'auteur, de diffusion, l'enjeu, en fait, surtout quand on est une entreprise, de je diffuse le logiciel, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas le droit de faire, etc. Voilà. Ça résume un petit peu, je pense, l'atelier qu'on a mené. Merci beaucoup, Jérôme, pour d'avoir été volontaire pour présenter cette synthèse. Est-ce que quelqu'un du groupe Valorisation se sent de présenter une synthèse du travail effectué en groupe? Alors en fait, on a parlé beaucoup au point où on n'a pas décidé qui faisait la présentation. Donc, si ça va au groupe, je vais commencer à faire une première synthèse et je vous laisserai tous contribuer, compléter, contribuer, rajouter ce que vous estimez utile. Donc il y avait des besoins, des acteurs réunis, pareil, aux compétences hétérogènes, côté public, côté privé, entrepreneur, plus technique. Les quelques points qui ont été évoqués, alors il y en a une partie qui avait été évoquée dans la présentation liminaire, mais on est un peu plus loin sur le fond, notamment l'articulation entre les différents en fonction des contextes d'utilisation qui peuvent être complexes de l'open source, l'articulation entre les différents régimes de droit. J'ai évoqué rapidement, et là on a développé dans l'atelier, l'articulation entre open source et brevet, qui est effectivement quelque chose qui est pas si simple, et encore moins, c'est ce qui a été évoqué sur la fin dans des contextes de normalisation. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des normes qui sont assujetties au respect de certains brevets, parce qu'il y a parfois, vous avez dans des normes des brevets qui sont inclus avec des modèles de licence qui sont censés être accessibles à toutes et tous, mais qui de fait, par le modèle de l'open source, sont pas forcément compatibles avec le modèle de l'open source. Donc voir comment ça pouvait s'articuler. Là, on parle de quelque chose qui est en cours encore de changement, mais sur lequel il y a quelques ressources accessibles qui permettent de documenter ce qui existe et quand est-ce que c'est compatible ou pas avec des logiques d'open source. On a aussi un peu détaillé la question de l'articulation entre les logiciels qui eux-mêmes peuvent être open source et les interfaces, les API qu'ils peuvent implémenter. C'est-à-dire qu'on a cette situation que j'évoquais rapidement tout à l'heure d'une protection possible des interfaces logicielles en tant que telles,
Si c'est le cas, elles peuvent être sujettes à une licence, open source ou non, et voir comment on articule ces deux mondes, celui du logiciel d'une part et celui de l'interface, l'API d'autre part, qui est implémentable par d'autres logiciels. Donc, ce sont deux. L'idée, je reviendrai peut-être tout à l'heure dessus, mais l'idée, c'est que dans ces deux contextes que j'ai évoqués, open source d'une part, brevet de l'autre, open source logiciel d'une part, droit d'auteur sur l'interface d'autre part, on est sur des périmètres distincts. C'est-à-dire que les objets de droit sont pas les mêmes, et donc on peut avoir des régimes différenciés avec des stratégies plus ou moins complexes derrière. Et l'autre point qui avait été évoqué dans cette veine-là, c'est lorsqu'on utilise des compilateurs pour développer ses propres applications. Ça, pareil, j'en ai parlé rapidement, mais l'idée, c'est que ces compilateurs sont des objets de droit eux-mêmes sujets à leur propre licence, open source ou pas, et indépendants des objets compilés, qui vont être sujets à leur propre licence. Et ce raisonnement sur les compilateurs fonctionne aussi avec les langages. Vous avez des langages de programmation qui peuvent être sujets à des licences open source ou non. Le langage est protégé par une licence en tant qu'œuvre qui est indépendante de la licence que vous pouvez avoir sur la création, le logiciel qui sera produit par ce langage-là. L'autre point qu'on a, donc ça c'était vraiment l'articulation entre périmètres. L'autre point qu'on a évoqué, qui rejoint un peu les enjeux de licence et notamment de compatibilité, c'était des situations de technicité telles que les images Docker. En fait, c'est très simple maintenant de diffuser des images dans lesquelles vous avez énormément de couches logicielles qui s'intercombinent. Et en fait, c'est facile de créer des objets techniquement complexes. Et donc, la complexité juridique qui lui est liée n'est pas forcément aussi simple à résoudre que la facilité technique à créer cette complexité. Ce qu'on s'est dit, notamment sur le sujet donc des images Docker, pour lequel il y a quelques papiers, et puis il y a un certain nombre de personnes qui ont étudié le sujet, c'est qu'il y avait une réponse juridique possible, mais qui a été complexe. Il n'y avait pas aujourd'hui, comme c'est le cas avec Yocto ou quelques environnements techniques complexes, de solutions techniques qui facilitaient le bon respect des licences et la mise en œuvre. Mais en revanche, ça pouvait être inspirant de s'appuyer sur ce qui existait dans d'autres contextes similaires pour voir comment, dans les images Docker, on pouvait aussi systématiser ces aspects-là. Ensuite, on a parlé de tout ce qui était organisation de l'open source en interne, en fonction des typologies d'intervenants qui pouvaient être réunis autour d'un projet, les développeurs, les chercheurs, les personnes qui accompagnent ces acteurs-là au sein de la valorisation, du transfert, les juristes qui viennent aussi faire ce travail sur notamment l'identification des risques d'un point de vue des licences qui sont utilisées. Et donc ça, il y a cet intérêt à partager des bonnes pratiques quant à la manière de gérer au sein d'une organisation une multiplicité de projets de ce type-là, qui est peut-être différente dans le domaine de la recherche que dans le secteur, dans une société. Donc ça, c'est des choses qui sont encore peut-être à parfaire. Et ensuite, en dernier point, il y a eu la question de la structuration de la communauté par la mise en place de cadres de collaboration. Les DCO, je l'ai évoqué tout à l'heure, les CLA, pareil. On a évoqué aussi, alors là c'est plus des réponses techniques, mais la difficulté lorsqu'on est dans un modèle open source d'avoir une vision claire de la communauté et des utilisateurs sous-jacents au projet qu'on édite ou qu'on maintient. Et là, pareil, il y a des solutions techniques maintenant qui permettent ça. En tout cas, il y a des grilles de lecture et d'évaluation de la valorisation qui sont disponibles. Et il y a des solutions techniques qui permettent d'avoir des tableaux de bord de cette vitalité, de cet écosystème autour des projets, donc qui peut être intéressant à mettre à utiliser. Et d'un point de vue modèle économique, on a notamment réfléchi sur l'articulation entre marque et open source, et aussi à l'enjeu pour certains acteurs qui portent un projet open source au début, un projet open source qui est encore en cours de croissance, de rester dans la course une fois qu'il y a ce passage à l'échelle et que des grands acteurs du numérique s'en emparent, et de voir comment on pouvait renforcer ça. En tout cas, en partant de la situation actuelle, à renforcer la situation de demain. Ce qui nous a permis d'ailleurs de renvoyer aux autres ateliers qui sont organisés par le open source, qui permet justement ces témoignages de modèles qui fonctionnent dans le monde de l'open source, inspirant pour d'autres acteurs. Et en conclusion, globalement, finalement, il y a quand même peu de points qui ont été soulevés pour lesquels il n'y a pas de solution qui existe. L'enjeu, il est surtout de documenter et de faire savoir, en fait, c'est ce qui existe et ce qui est utilisé par les uns et les autres, parce que ça simplifie les réponses qui sont apportées après à l'échelle de chaque organisation.
si lorsqu'on se retrouve face, l'exemple de tout à l'heure des interfaces, face à une situation un peu complexe de ce point de vue-là, on est capable de s'appuyer sur ce qui est fait par d'autres, sur des raisonnements qui sont partagés plus globalement. Finalement, en termes de gestion des risques, on y gagne énormément et donc on fluidifie aussi l'utilisation et la réponse à ce type de situation. Voilà. J'ai peut-être été un peu long, vous me dites, hein, n'hésitez pas à compléter si vous avez, si vous le souhaitez. Merci Benjamin. Quelqu'un souhaite rajouter quelque chose avant de passer au mot de conclusion? Très bien. Eh bien, je vous propose, suite à ces synthèses qui ont manifestement été très riches. Philippe, si vous aviez un commentaire, hein, n'hésitez pas. Je vois que Philippe Jarin a tenté de mettre la caméra. Non, pardon. Vas-y, Maya, je t'en prie. Non, c'est justement pour vous passer la main, Florence. Donc, ça tombait très bien. Si vous souhaitiez dire quelques mots de... Juste pour vous remercier tous, tous les participants qui ont été actifs dans ces ateliers, qui ont été denses. J'espère que vous avez tous apprécié, eu des réponses aussi à vos questions. Comme l'a dit l'un des participants, maintenant c'est à vous de travailler sur ces sujets, effectivement, avec les bases qu'on vous a communiquées. Je voudrais remercier Benjamin, Maya et toute l'équipe d'InnoCube pour ce travail. C'était la première fois qu'on faisait un atelier de ce type. Je crois que ça a été intéressant et productif, cette manière de travailler pour tout le monde. Et je voudrais juste dire en conclusion que vous retrouvez l'équipe d'InnoCube pendant le Up Day Open Source qu'on organise le 30 juin après-midi dans Paris. Donc pour poursuivre les échanges avec l'équipe d'InnoCube sur les sujets de licence, de valorisation et puis de conception et de mise en œuvre de stratégies open source de manière plus globale, et puis surtout échanger avec tous les acteurs de l'open source qui partagent ces problématiques, donc les spécificités liées au modèle open source, mais d'autres également. On va aborder des sujets de financement, d'accès au marché, des stratégies de groupement, de visibilité, de référencement, de talents, de compétences. Donc voilà, ça sera un moment productif et convivial le 30 juin après-midi pour réunir tous les acteurs de l'open source systématique autour de leurs enjeux business et de développement spécifiques à l'open source, mais pas que. Voilà. Et puis Benjamin, à nouveau merci. Le mot de la fin. Je vais être très court, hein, mais merci à vous, c'est un plaisir. Nous, là, donc on a agrégé plein d'informations, on va la retraiter pour vous la repartager et que ça soit le plus... d'une part, qu'on soit sûr d'avoir répondu aux différentes questions, qu'on fasse un rapprochement peut-être entre certains sujets qui ont été abordés dans les deux sous-groupes. Et l'idée, c'est que vous puissiez aussi nous faire des retours là-dessus, à la fois sur la méthode, mais aussi sur le fond qu'on vous partagera, parce qu'on le fait pour vous. L'idée, c'est aussi que ça serve. Donc, on sera vraiment à l'écoute de tout ça. Voilà, c'était mon mot de la fin. Eh ben, merci à tous et très bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.